Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il y a enfin du soleil, c'est la première fois au mois d'août en Belgique. J'en profite pour faire une vidéo en extérieur par rapport à d'autres vidéos que je suis en train d'enregistrer qui sont faites à l'intérieur parce qu'il y a du vent ou de la pluie et c'est difficile d'enregistrer dehors. Alors, on va parler rapidement du Niger. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire une longue vidéo, et je la ferai tôt ou tard, concernant le conflit au Soudan et expliquer la situation en Afrique de façon générale et l'implication des puissances étrangères à l'Afrique, en particulier la Russie, les États-Unis et la Chine. Évidemment, ces vidéos, je vous montre la couverture, je ne vous invente rien, elles prennent du temps et c'est normal pour être, je dirais, rigoureuses. Celle-ci, c'est un petit peu comme la vidéo du 25 février 2022 concernant l'Ukraine. J'en ai fait 5-6 depuis. J'ai toute une playlist et je vous invite à la voir. C'est très intéressant à mon avis. En tout cas, les commentaires confirment que c'est intéressant. Je voudrais vraiment, sur le vif, vous pointer quelques éléments très importants pour que vous ne vous laissiez pas encore une fois, enfin je ne dis pas pour vous personnellement, si vous regardez ma chaîne, sans doute que ce n'est pas votre cas, mais beaucoup de gens se sont laissés, je dirais, embarquer dans un narratif complètement déconnecté de la réalité. C'est le cas de l'Ukraine, où on vous raconte l'histoire de la méchante Russie qui veut annexer la gentille Ukraine, qui est l'exemple de la démocratie à travers le monde, alors que quelques mois auparavant, jusqu'en 2021, la presse occidentale pointait tous les problèmes de corruption, de racisme, d'ingérence étrangère en Ukraine, etc., la vente des terres aux entreprises américaines. Tout ça a été pointé tout d'un coup, du jour au lendemain, que la Russie intervient, eh bien ça a disparu. Et avec le recul, je me rends compte que les gens qui se sont laissés comme ça embrigadés dans cette vision totalement orientée, eh bien, ils sont même plus capables de regarder les preuves. C'est-à-dire que qu'ils ne me croient pas moi, ça va, c'est pas grave, mais quand on leur montre un article du journal passé de la presse occidentale, Le Point, Le Monde, Libé, etc., qui pointe ces problèmes en Ukraine, ils veulent même pas le lire, voyez. Donc ils sont trop conditionnés. Et donc, pour éviter que ça arrive en Afrique, je fais cette petite vidéo et ceux qui me suivent pourront directement ouvrir les yeux sur la façon de relativiser les choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut me croire sur parole. Et ici, au début, je dirais, de la situation en ce qui concerne le Niger, je ne sais évidemment pas ce qui va se passer, je ne connais pas tous les détails, mais il y a des choses très importantes qui doivent être dites et donc je les dis maintenant, sur le vif, rapidement. Tout d'abord, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Niger si vous ne savez pas ce qui se passe dans le reste de l'Afrique. Ce n'est pas du tout une situation isolée. On en parle plus maintenant. Pourquoi? Mais c'est ça la question. Il y a eu une situation en Mali, il y a eu une situation en Burkina Faso, il y a eu une situation en Centrafrique. D'autres pays sont en plein conflit. Et ce qui se passe au Sénégal actuellement est peut-être aussi grave, voire plus que ce qui se passe au Niger. Mais on vous pointe ce qui se passe au Niger. Pourquoi? Voyez, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on vous manipule dans un sens et pas dans un autre? Eh bien, j'espère que cette vidéo va mettre un petit peu les choses au point. Rapidement, je ne veux pas que ce soit une vidéo longue, même si le sujet me passionne et que je pourrais en parler 1 heure. Je vais faire un truc qui sera publié très rapidement après l'enregistrement, et pas des semaines, comme ça arrive parfois, le temps de trouver les preuves, les sources, les analyses, etc., comme je le fais dans d'autres vidéos. En fait, il faut comprendre la situation nigérienne dans le cadre du conflit mondial de guerre de civilisation dont je parle dans 3 vidéos sur le transhumanisme. Il y a des forces très puissantes, mondialistes. Alors on peut citer des noms, on cite généralement Klaus Schwab en premier, George Soros, qui a peut-être plus d'influence encore que Klaus Schwab, Bill Gates, etc. Ça ne veut pas dire que ces gens sont tous amis et qui complotent, c'est qu'ils ont des objectifs similaires, et même s'il y a des conflits éventuellement individuels entre eux, des luttes de pouvoir, eh bien la tendance est la même. Et ils vont nous pousser dans ce sens-là avec leurs entreprises. On peut parler d'Elon Musk. Alors, certains discutent des objectifs réels d'Elon Musk, ce n'est pas le sujet ici. Mais il faut vraiment comprendre ce conflit et pourquoi l'Afrique devient dès lors très importante. Comme je le disais dans la dernière vidéo de cette série, enfin, ce n'est pas la dernière, c'est la dernière en date, je vais en publier d'autres sur le métaverse. Ils ont un problème, ces gens qui veulent contrôler toute la planète et toute la population avec leur technologie, c'est qu'ils ont un problème de ressources, d'énergie en particulier. Alors on nous fait miroiter des énergies illimitées, du genre fusion nucléaire, etc. Moi, je ne sais pas, ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, ils ont un problème. Ils ne peuvent pas mettre en place tout ce qu'ils veulent sans beaucoup d'énergie. La 5G, la 6G sont des technologies, par exemple, qui consomment énormément. Que tout le monde ait un téléphone, ça devient virtuellement obligatoire, je dirais carrément obligatoire en Chine, avec leur système de crédit social et de WeChat. Et donc,
Certains disent que Twitter est en train de prendre la même voie. On n'est pas encore à ce stade chez nous. Mais à côté de ça, on a l'identité numérique qui avance, l'euro numérique. Et donc tout est numérique, ben, tout demande de l'énergie. Bon, alors vous allez dire tant mieux, on dématérialise, il ne faut plus de ressources comme de l'argent, de l'or, du cuivre, je ne sais pas tout quoi. Oui, mais il faut de l'énergie. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ben, dans tous les cas, il en faut beaucoup. Et il en manque. Il en manque et l'Afrique a énormément d'énergie. Et donc il y a une lutte de pouvoir entre les entités qui peuvent être des pays en tant que tels, comme la Chine, la Russie, ou l'entité mondialiste, je dirais, j'ai pas envie de dire les États-Unis, parce qu'en fait, d'une part, aux États-Unis, il y a plein de gens qui sont contre le mondialisme, et puis d'un autre côté, ça va beaucoup plus loin que les États-Unis. C'est un peu l'Occident mondialisé, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ils s'autoproclament la communauté internationale, parce que quelque part, ils veulent être la communauté internationale, alors qu'ils le sont de moins en moins. On le voit notamment avec les BRICS. Le sommet des BRICS a lieu en Afrique du Sud fin de ce mois. Et si la situation est si tendue en Afrique, c'est aussi parce que les BRICS avancent très vite. En effet, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que l'outil principal, majeur, essentiel, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas essentiels, mais celui-là qui fait que les mondialistes, centrés sur les États-Unis bien sûr, parviennent à avoir autant de pouvoir, c'est le dollar. Alors vous allez me dire, c'est peut-être l'armée américaine qui permet tout ça. Oui, mais l'armée américaine est très forte parce qu'elle a énormément d'argent. Et son argent vient du fait que les pays du monde utilisent le dollar pour leurs échanges majeurs, notamment concernant les énergies. Il faut savoir que tout est lié. Si on dédollarise le monde et que le dollar redevient une monnaie nationale aux États-Unis sans plus, les États-Unis ne peuvent absolument pas se payer une armée comme ils ont. Et donc, ça fait perdre leur pouvoir. Et le problème, c'est qu'ils se sont basés là-dessus pendant des dizaines d'années. Et donc, maintenant, ils ont une dette colossale, impossible à rembourser. Pour la rembourser, si c'était le plan, et je crois que ça ne l'est pas, imaginez, on parle de 30 000 milliards. Vous voyez? Donc, arrondissons à 36 000 milliards pour que ça fasse facile. Pourquoi 36 000? Parce qu'on peut diviser par 360 pour le nombre de jours dans une année. 36 000 milliards, si je divise par 360, ça fait 100 milliards. Donc, pour la rembourser en un an, il faudrait rembourser 100 milliards par jour. Vous me dire, ah non, en un an, c'est pas possible. Alors, 10 ans. Il faut quand même rembourser 10 milliards par jour. Vous savez ce que c'est, 10 milliards chaque jour? Alors, en 100 ans, 1 milliard par jour. Bon, on a compris, ils ne le feront jamais. Mais pourquoi ils se sont permis d'endetter comme ça? C'est quoi s'endetter? C'est qu'ils ont imprimé de l'argent qu'ils n'avaient pas. Et pourquoi ils ont imprimé de l'argent qu'ils n'avaient pas? Bien parce que les autres pays avaient besoin de dollars. Donc on les a imprimés pour eux. Ce qui augmente une dette qui est quelque part virtuelle, qui n'est pas réelle. Sauf que le jour où les autres pays n'ont plus besoin de dollars, on va se retrouver avec trop de dollars, donc le dollar va s'effondrer, et en plus ils ne pourront plus en imprimer comme ils veulent, puisque plus personne n'en voudra. Enfin, personne, on se comprend. Et donc à ce moment-là, comment ils vont payer leur armée? Ils ne le feront pas. Or, une des grosses annonces qu'on attend, ce ne sera peut-être pas le cas, on verra, fin août au BRICS, en Afrique du Sud, c'est l'annonce justement d'une monnaie des BRICS qui permettra de contourner le dollar. Et ça, c'est d'une importance capitale. Les Américains, évidemment, n'en veulent pas. Or, les BRICS ont le même problème que les États-Unis, même s'ils ont une influence dans des pays qui ont beaucoup de ressources, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, ils vont aussi avoir un problème de ressources. Donc, évidemment, qu'ils guignent, qu'ils lorgnent sur des pays comme le Niger, comme la Centrafrique, etc., qui pourront leur apporter des ressources supplémentaires. Et donc, il y a une stratégie qui n'est pas une stratégie humaniste ou quoi, comme certains essayent de le dire, qui fait que la Russie et la Chine en particulier tentent d'arracher le contrôle de l'Afrique par les Occidentaux, en particulier la France et l'Angleterre et les États-Unis, c'est un peu la même chose, c'est vraiment en bloc, le bloc occidental, pour pouvoir profiter des ressources. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi est-ce que les Africains, brutalement, se sont mis à se tourner vers ces pays? Eh bien, en grande partie, c'est de la faute des Occidentaux. Parce que les Russes ne viennent pas, ou les Chinois encore moins, ne viennent pas dire on vient vous libérer des Occidentaux. Ils disent on vient de vous faire du business. Comme disent certains pour simplifier, les Chinois ils viennent avec des autoroutes, les Russes ils viennent avec des armes, et les Occidentaux ils viennent avec le drapeau LGBT.
Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu le problème. C'est que les Africains, ils ont été dominés pendant très longtemps par l'Occident, et avant ça aussi par les pays arabes, etc. Je ne vais pas revenir sur l'histoire lointaine. Ce qui reste dans le cœur des Africains, c'est qu'ils ne sont pas libres. Et ils en ont marre d'être manipulés, dirigés de Paris, de Londres ou de Washington. Et donc, quand Macron leur dit « oui, oui, mais bien sûr, il faut vous émanciper économiquement, etc., blablabla, hein, mais il ne faut pas tomber comme une colonie russe ou chinoise. » Alors, est-ce que les Russes et les Chinois veulent les coloniser? Ça, c'est possible. Ce ne sont pas des anges, hein. Personne n'a dit ça. Mais pour l'instant, en tout cas, à voir ce qui va se passer dans le futur, et pour vous prouver que je ne suis pas dupe, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'Afrique, où je précise effectivement que si l'Afrique a besoin de se détacher des Occidentaux pour ne pas tomber dans leur monde qu'on est en train de préparer, ben, c'est pas du tout parce qu'ils sont proches de grandes puissances comme la Chine et la Russie que ça va aller mieux. Je n'ai pas dit ça. Voyez éventuellement cette vidéo pour vous en convaincre. Donc je ne suis pas angéliste par rapport à d'autres puissances qui contrecarrent celles des Occidentaux. Mais ce qui est important, c'est de comprendre l'état d'esprit africain. Et je les soutiens à 100% sur ce point. J'ai vécu en Afrique, comme vous le savez, comme je le répète dans cette vidéo dont je vous ai parlé, 12 ans au total. Qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, c'est que les Européens, les Américains n'arrêtent pas de dire « on va vous aider ». USAID, coopération au développement, enfin vous savez tout le bazar. Et c'est toujours conditionné. Et c'est conditionné de deux manières. Il y a le conditionnement de type économique, on vous donne de l'aide mais vous devez acheter nos produits à nous. Donc l'argent il fait une boucle en fait. Donc c'est déjà très limité parce que pour qu'un pays se développe économiquement, il devrait acheter ses produits à lui d'abord. Je me souviens en Éthiopie d'un cas très concret d'une personne qui travaillait pour une ONG, en éthiopien, et qui me disait le problème c'est que les Américains viennent avec de l'argent, l'aide alimentaire précisément, donc ils viennent avec de l'argent, mais on est obligé d'acheter des produits américains. Et donc l'agriculture éthiopienne en souffre. Et donc, une fois qu'ils sont dans une situation de dépendance, bah, c'est très difficile d'en sortir. Hein. Ils dépendent de l'aide parce que l'agriculture ne fonctionne pas. Et l'agriculture ne fonctionne pas parce qu'on ne leur achète pas les produits. On ne leur achète pas les produits parce que ceux qui donnent de l'aide ne veulent pas qu'on leur achète leurs produits. Donc, vous voyez, on a une situation compliquée. Donc, il y a cet aspect-là. Et ça, les Africains l'ont bien compris, ils en ont marre. Et puis, il y a le chantage au, je dirais, au wokisme, au LGBTisme, hein, où on dit, et vous pouvez vérifier, hein, c'est tout le temps, même à l'ONU, hein, on a des questions, des remarques, des commentaires dans ce sens-là tout le temps. Le président du Kenya prend ses fonctions, la première question qu'on lui pose quand il arrive à l'ONU, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour les LGBT? Et lui, il dit, moi ce que j'ai, c'est j'ai des problèmes de sécurité, j'ai des problèmes économiques, on va essayer de développer le Kenya, c'est pas ma question prioritaire. Et puis on lui dit, mais si, pour nous, oui. Et puis après, on leur dit, de façon tout petit peu moins publique, mais à peine, en Ouganda où j'habitais, c'était carrément ouvert, hein. Soit vous ouvrez le mariage au papa, maman, comme le dit Zach, que je vous conseille d'aller voir, qui parle très très bien en tant qu'Africain de ce problème-là, soit on arrête toute aide économique, voire on met des sanctions, etc. Et ça, les Africains, ils en ont marre du chantage, des sanctions, des conditions, etc. Les Russes et les Chinois, comme je le dis, c'est pas des anges. Mais ils viennent avec un projet clair. Ils ne viennent pas dire on vient pour les droits de l'homme, on vient vous éduquer, on vient vous apporter la démocratie et tout ce baratin, alors que chez nous, la démocratie, bon, on sait ce qu'elle vaut. Ils viennent, nous on veut vos ressources. Alors les Africains ils disent oui mais il faut payer. Eh bien oui on paye. Nous on peut vous offrir tel et tel service, mais c'est payant. Vous ne pouvez pas payer, pas de problème. On va directement exploiter vos ressources. C'est en échange. Alors certains vont me dire peut-être que cet échange est défavorable aux Africains. Mais c'est possible. C'est possible, mais c'est aux Africains de voir. Ce sont des populations qui ont des individus intelligents et des idiots comme partout. Leur président, il a été élu ou pas, il défend son pays ou pas. Macron, il ne défend pas la France, c'est quand même lui qui est président. Si le Nigeria ou le Brésil venaient envoyer l'armée en France pour destituer Macron et mettre un autre président, je ne sais pas si vous seriez d'accord. Les Africains, c'est pareil, c'est pas ça qu'ils demandent. Qu'ils se débrouillent avec leur politique. Et donc leurs dirigeants font des contrats avec la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres pays, à leur avantage ou non. C'est à eux de bien négocier, c'est pas à nous d'être arbitres, vous comprenez? Et puis, ce qui est bien, et c'est pour ça que les Africains apprécient, c'est que les Russes et les Chinois, jusqu'ici, en tout cas, espérons que ça ne change pas, on va voir, ils respectent leurs engagements. En Centrafrique, par exemple, qui était un peu le premier pays à basculer, je dirais, côté russe par rapport aux Occidentaux, et que maintenant d'autres pays veulent suivre, parce que l'expérience est plutôt positive, les Russes, en fait les Wagner, mais enfin peu importe, on a compris que c'était la même chose, hein, eh bien, on dit, voilà, on va pacifier le pays, on va le sécuriser,
Et donc, on aura accès aux ressources. Vous ne pouvez pas payer, pas grave, nous, on va prendre l'or et je ne sais pas tout ce qu'ils trouvent en Centrafrique. Ça marche. Alors vous pouvez dire, oui, mais ils prennent 10 fois la valeur de leur travail, peut-être qu'ils n'ont pas respecté les droits de l'homme, peut-être qu'ils ont fait des massacres. C'est possible, mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas à nous de décider. Nous ne sommes pas les maîtres du monde pour dire qui peut faire ci, qui peut faire ça. Voyez. Et c'est ce que pensent les Africains. En attendant, la Centrafrique va mieux. Et donc le Mali a vu que ça allait mieux. La Burkina Faso a vu que ça allait mieux. Et donc ils suivent la même voie. Et maintenant le Niger. Alors pourquoi est-ce que le Niger, comme ça maintenant, pose tant de problèmes, plus je dirais que les autres? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, le Mali était un grand allié de la France, enfin un vassal de la France, a dit stop. Évidemment, chasser l'armée française n'est pas si facile, mais les Russes sont venus pour aider les Maliens, et les Français ont dû partir. Et ils ont été où? Eh bien, au lieu de rentrer en France, ils ont été au Niger. C'est-à-dire que les forces qui étaient au Mali, il y avait déjà des militaires français au Niger, ils sont venus au Niger sans raison. Ils ont été là pour ne pas aller ailleurs. Et les Nigériens, ils se sont dit, on est espèce de poubelle ici, l'armée française est au Mali, on les chasse, ils viennent chez nous. D'ailleurs, je vous rappelle une phrase que Sarkozy a répétée, mais ce n'est pas le seul, le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Sauf qu'il n'y a pas d'uranium en France. Il y a de l'uranium au Niger. Alors, soit le Niger est une colonie française, ce qu'elle était quasiment de fait, mais c'est en aveu que le Niger n'est pas un pays indépendant, ou alors c'est un gros mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ailleurs, on n'achète pas de l'uranium qu'au Niger, on l'achète en Australie, au Kazakhstan, en Russie, mais ces pays-là ne sont pas des colonies françaises. D'ailleurs, au Niger, on paye, alors j'ai entendu le chiffre, c'est à vérifier, 4 fois moins cher l'uranium que dans les autres pays, ou qu'au Canada par exemple. Et pourquoi on se permet, pourquoi on ne donne pas correctement le prix, la valeur de l'uranium qu'on prend au Niger, aux Nigériens, pour qu'ils puissent, par exemple, avoir de l'électricité? C'est quand même fort que c'est un des premiers pays qui fournit de l'énergie à la France pour avoir de l'électricité, pour que les Français aient tous de l'électricité, et eux n'ont pas d'électricité. Pire, ils l'importent du Nigeria, qui a fermé le réseau, vu la situation. Donc les Nigériens se retrouvent quasiment sans aucune électricité, alors que c'est un des plus grands producteurs d'uranium. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Je ne suis pas pro-nucléaire, je suis même plutôt anti. Mais ici, il faut quand même être un peu correct. C'est totalement anormal qu'un pays producteur comme ça ne puisse pas profiter de son énergie. En tout cas, les Africains, maintenant, en ont marre, et ces coups d'État, ces putschs, comme on dit, ce sont des coups d'État populaires. Les gens vont dans la rue pour soutenir le coup d'État, et pour que l'ancien président, qui était une marionnette des Français, ne revienne pas. C'est ça qui est important. Et les Africains commencent enfin à trouver une sorte de solidarité, on appelle ça le panafricanisme, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il faudrait qu'il y ait une sorte d'unité africaine, peut-être pourquoi pas un seul pays de toute l'Afrique, bon ça c'est peut-être excessif, mais pour que les Africains arrêtent d'être manipulés par l'étranger, des colonies étrangères, mais que l'Afrique devienne une puissance en soi. Alors, ils ne vont pas devenir une puissance comme ça. Entre-temps, il faut l'aide extérieure, mais une aide qui leur permet de se développer. On a été mettre nos usines en Chine, les Chinois ont appris comment on travaillait, ils ont amélioré les technologies, ils ont diminué leurs coûts, et maintenant, ils font leurs technologies eux-mêmes. On s'est fait dépasser comme ça. Mais si on n'avait pas été mettre nos usines en Chine, ce ne serait pas arrivé. Donc, en voulant diminuer nos coûts de production et en allant en Chine, on a permis à la Chine de se développer. Maintenant, on peut peut-être s'en mordre les doigts, c'est une autre histoire. Les Russes et les Chinois, c'est pareil. S'ils vont en Afrique, ça dépend comment les Africains vont réagir, évidemment. Mais ils devraient demander ce qu'on appelle le transfert de technologie. C'est-à-dire, OK, amenez-nous nos centrales nucléaires, amenez-nous la façon d'exploiter, de raffiner les ressources, de faire des usines de ci, de là. Montrez-nous comment on fait. Et donc, vous avez accès aux ressources, etc. D'accord. Et un jour, on le fera nous-mêmes. Ce qu'on n'a jamais, nous, occidentaux, accepté. Il faut se rendre compte qu'avant Kadhafi, qui était un grand panafricaniste, qui voulait le développement de l'Afrique, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a tué d'ailleurs, eh bien, l'Afrique dépendait de notre technologie de communication. Et moi, je le sais bien, j'étais en Afrique, je payais une fortune pour téléphoner, que ce soit dans un pays africain ou en autre, à l'intérieur du même pays, ou pour téléphoner en Europe surtout. C'est des prix complètement délirants. C'est Kadhafi qui a décidé d'investir dans un satellite de télécommunications, et il a donné les communications gratuites à tous les opérateurs africains. Et c'est comme ça que tout d'un coup, les prix ont baissé, et que les Africains ont pu commencer à communiquer. Mais nous, Européens, on empêchait ça. Les Africains payaient en location, chaque année, plus que le prix du satellite. Alors Kadhafi, il a dit, mais moi je vais payer le satellite. Vous voyez?
Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas supporté des gars comme Kadhafi. Mais bon, Kadhafi, c'est triste pour l'Afrique qu'il soit mort, hein, soyons clairs, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui veulent développer l'Afrique et le peuple africain se réveille. Et ce réveil se fait par mettre de côté. Il faut remarquer qu'ils ne l'ont même pas tué. Hein. Ils sont plus gentils que nous. Nous, dans nos révolutions, on a tué des rois, etc. Ils ont démis le président du Niger, qui est une marionnette de la France, qui ne défend pas du tout son pays, c'est un des pays les plus pauvres du monde, alors qu'il a plein de ressources, à cause de ce genre de président qui travaille pour la France et pas pour son pays. Tout comme Macron travaille pour les États-Unis et pas pour la France, hein, notez, en passant. Donc indirectement, ce type travaillait aussi pour les États-Unis, qu'on soit clair. Mais bon, peu importe que ce soit la France ou les États-Unis, les Africains disent « stop, on veut nos ressources ». Et donc, comment faire? Vous pouvez démettre en président en place que si vous avez une force armée. Vous n'allez pas le faire comme ça, juste avec des manifestations pacifiques dans la rue. On sait très bien que ces manifestations pacifiques, soit elles sont réprimées dans le sang, soit elles sont récupérées. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe au Sénégal. Hein. Il y a beaucoup de manifestations et il y a déjà eu des répressions très violentes. Ce n'est pas le sujet ici, mais je vous invite à regarder vraiment ce qui se passe au Sénégal parce que ça peut mener à des choses gravissimes aussi. Et c'est tout à fait dans la lignée de ce problème au Niger et au Soudan aussi, hein, où il y a clairement des forces d'un côté, je dirais, russe et asiatique, et d'un autre côté, américaine et occidentale, qui s'affrontent via l'armée régulière ou des groupes rebelles. Vous savez, que l'un ou l'autre soit plus légitime, c'est très 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 discutable quand vous regardez l'histoire. Voilà, j'avais dit que je faisais une vidéo assez courte, je pense qu'elle est déjà plus longue que ce que j'avais espéré, mais j'espère vraiment qu'avec cette vidéo, vous allez comprendre de ne pas regarder simplement la télévision et de ne pas retomber dans ce narratif, je dirais à l'ukrainienne, méchant russe, gentil ukrainien, il faut défendre l'Ukraine, c'est gentil, dire président légitime démocratiquement élu, c'est vraiment n'importe quoi qui aurait été renversé par des vilains militaires putschistes qui veulent juste leur pouvoir pour s'en mettre dans la poche. C'est pas du tout ce qui se passe au Niger. On a un président corrompu qui travaille pour l'étranger, qui a été démis par des militaires avec le soutien populaire. On espère maintenant que les militaires vont faire quelque chose de bien. C'est pas certain, je ne les connais pas, je ne leur fais pas une grande confiance absolue comme ça, mais ça peut difficilement être pire que ce qu'il y avait. Et donc, il ne faut absolument pas soutenir une intervention militaire étrangère au Niger. Il faut que les Nigériens se débrouillent pour essayer enfin d'avoir un gouvernement qui défende leurs intérêts, et pas les intérêts d'un pays étranger. Et pour l'instant, c'est pas dans cette voie-là. Mais bon, on sait que des corruptions, des traîtres, il y en a à tous les niveaux. Il y en a peut-être dans l'armée nigérienne putschiste aussi, hein, c'est possible. Hein. Ça, on va voir. Mais il ne faut pas regarder ça comme en dessin animé de Walt Disney, avec les gentils et les méchants d'un côté. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous faire croire à la télévision. N'y croyez pas, renseignez-vous, ne croyez pas non plus sur parole, mais je vous ai donné quand même quelques pistes. Après, vous pouvez aller chercher, regarder notamment les médias africains, et notez que, tout comme on a fait interdire les médias russes en Europe pour que vous ne compreniez pas le point de vue de l'autre, c'est quand même plus facile pour le désigner en ennemi méchant si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, hein, eh bien, la France a déjà tenté, est en train encore de faire des efforts pour essayer de faire interdire des médias du genre Afrique Média, qui a une influence considérable en Afrique et qui vous dit ce que je vous dis là. Et donc, solution à la française, à l'européenne, interdire le média. Et alors, quand le Niger et le Burkina Faso font interdire les chaînes françaises, comme France 24 ou France Info ou ces choses-là, eh bien on nous dit « Oh, c'est pas la démocratie, etc. » Ben oui, mais nous aussi on interdit des médias, hein, donc il faudra un petit peu savoir. Voilà, donc je vous salue très vite, puisque je veux faire court, comme je l'ai dit, pouce, soutien, don, tout ce que vous voulez. Allez voir dans la description. Je vous remercie pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à mes vidéos, et je vous dis à très bientôt.